Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 16 janvier 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 455 martyrs et 171 347 blessés et au moins 10 martyrs dans une nouvelle attaque à Dar el-Balah. Les détails dans ce journal. Depuis la tribune de l'ONU, Téhéran a averti qu'elle riposterait à toute agression, accusant Washington de chercher un prétexte pour intervenir militairement dans un contexte de contestation interne. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, félicite l'Algérie pour le lancement réussi du satellite d'observation de la Terre Alsat 3A. Chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le premier ministre algérien Sefi Ghrieb a présidé jeudi soir à Jama' al-Jazair la cérémonie de clôture des activités de la 21e édition du concours international du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. On fait le point dans ce journal. La Chine dit s'opposer résolument à l'accord commercial conclu par les États-Unis avec Taïwan. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, en Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 455 martyrs et 171 347 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce vendredi par les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 14 martyrs ainsi que 18 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a indiqué la même source, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Une Palestinienne est tombée en martyr ce vendredi sous les balles des forces d'occupation sionistes à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, Sabah Ahmed Ali Abou Jama'a, 62 ans, est tombé en martyr suite à des tirs de blindés des forces d'occupation à l'ouest de Khan Younes, précise Wafa, qui fait également état de plusieurs blessés. L'armée sioniste a également mené d'importantes opérations de démolition à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ajoute Wafa, citant des sources locales. Vendredi matin, à Dar el-Balah, des Palestiniens fouillaient les décombres de leur maison, témoins silencieux d'une nouvelle tragédie. La veille, des frappes aériennes menées par l'armée d'occupation sioniste avaient ravagé plusieurs quartiers de Gaza. Commentaire Naïla Hamouda. À main nue, ils fouillent ce qui reste de leur maison. Ces scènes sont devenues habituelles, celles d'habitants qui reviennent au petit matin sur le lieu frappé pendant la nuit, cherchant des corps ou simplement des affaires personnelles. Cette fois-ci, la frappe a visé une maison dans le quartier de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, faisant au moins 10 martyrs selon des sources locales palestiniennes. Nous avons entendu la détonation, nous ne savons pas d'où elle venait, c'était tout près de chez nous. Voici notre maison et voici celle de notre voisin. Alors nous ne savions pas d'où elle venait, nous sommes sortis en courant. Nous ignorons les raisons de cette attaque, ce qui s'est passé. Une jeune fille est tombée en martyr, que Dieu ait son âme. Le propriétaire de la maison, sa femme et la femme de mon oncle sont également tombés en martyr, que Dieu ait leur âme. Nous avons constaté qu'il y avait le feu dans ce secteur et il était très intense. Ma fille était assise dans ce coin, en train de réviser pour le lycée. Nous l'avons retrouvée dans ce secteur, on ne voyait plus rien d'elle, à part peut-être ses jambes. Nous avons continué à creuser jusqu'à ce que nous l'atteignions. Ma fille était morte en martyr. Au lendemain du soi-disant lancement de la deuxième phase du plan de paix, les frappes sionistes se sont multipliées à Gaza. Le cessez-le-feu continue d'être violé. Il n'aura pas tenu une nuit de plus. Où est le cessez-le-feu? Nous sommes des civils, en sécurité chez nous et nous mourrons. Je suis déplacé, je ne sais pas quoi dire.
Dieu me suffit et il est le meilleur pour gérer les affaires. Le génocide sioniste ne s'arrête jamais. Les bombes continuent de tomber sur les maisons, les enfants et les familles, et chaque matin apporte son lot de pertes insupportables et de souffrances. La communauté internationale peut détourner le regard, fermer les yeux sur l'horreur, mais le sang des innocents crie l'urgence. L'indifférence est complice et le silence face à tant de vies fauchées devient un crime en soi. Tant que le monde restera muet, Gaza continuera de payer le prix d'une inaction honteuse et meurtrière. Et parmi les martyrs de Dar el-Balah se trouve un haut responsable du Hamas, Ashraf al-Khatib. Une source du Hamas a indiqué également que le commandant local Mohamed Al-Houlay avait été assassiné plus tôt dans la journée à Dar el-Balah. Le Hamas accuse l'entité sioniste de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025 et de tenter de raviver le conflit. Le président du Conseil national palestinien, Rouhi Fatou, a accusé ce vendredi l'entité sioniste de saboter volontairement l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza par des actions et des attaques quotidiennes visant à saper tout processus politique sérieux. Fatou a ajouté que l'occupation sioniste ne se contente pas de perpétrer des crimes de génocide et de nettoyage ethnique, mais poursuit son agression sans relâche en violation flagrante de tous ses engagements. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné jeudi l'incursion des forces de l'occupation sioniste le 12 janvier dans un centre de santé de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, occupé à l'ordre de fermeture temporaire de ce centre qui est une priorité des Nations Unies. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU est profondément préoccupé par le fait que l'agence onusienne a été informée que les fournisseurs de services publics cesseront prochainement de fournir de l'électricité et de l'eau à plusieurs installations de l'UNRWA Al-Quds occupées. Le directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, Jorge Moreira da Silva, a déclaré que la bande de Gaza compte plus de 60 millions de tonnes de décombres et que leur évacuation pourrait prendre plus de 7 ans. Da Silva a indiqué dans un communiqué publié après sa visite jeudi dans la bande de Gaza, je cite, « Je reviens tout juste de Gaza où la crise humanitaire s'aggrave. Les gens sont épuisés, traumatisés et vivent dans un profond désespoir. » Il a également souligné que les conditions hivernales rigoureuses et persistantes et les fortes pluies aggravent encore la souffrance et le désespoir des habitants. Une cour d'appel fédérale a statué jeudi 15 janvier qu'un juge n'avait pas compétence pour ordonner la libération de Mahmoud Khalil, diplômé de l'université Columbia, détenu par les services d'immigration. La décision conforte le président américain Trump dans sa quête à obtenir l'expulsion de ce militant qui dénonce le génocide à Gaza. The genocide is still happening in Gaza. Le génocide se poursuit à Gaza. Israël continue de mener une guerre totale contre les Palestiniens sur l'ensemble du territoire palestinien. Le gouvernement américain finance ce génocide et l'université Columbia y investit. C'est contre cela que je protestais. C'est contre cela que je continuerai de protester avec chacun d'entre vous. Même s'ils me menacent d'arrestation, même s'ils veulent me tuer, je continuerai à défendre la Palestine. Dans le reste de l'actualité de ce journal, depuis la tribune de l'ONU, Téhéran a averti qu'elle riposterait à toute agression accusant Washington de chercher un prétexte pour intervenir militairement dans un contexte de contestation interne. Il est profondément regrettable que le représentant du régime des États-Unis, qui a sollicité cette rencontre, ait eu recours aujourd'hui au mensonge, à la distorsion des faits et à la désinformation délibérée pour dissimuler l'implication directe de son pays dans l'incitation à la violence en Iran. Toute menace d'emploi de la force contre la République islamique d'Iran, quel que soit le prétexte politique invoqué, y compris la protection des manifestants ou le soutien au peuple iranien, constitue une violation grave et manifeste du droit international et de la Charte des Nations Unies.
de tels actes illégaux contreviennent directement à l'article 24 qui interdit la menace ou l'emploi de la force et à l'article 27 qui consacre le principe de non-intervention. Aucun argument doctrinal, narratif ou politique ne saurait légitimer une action militaire unilatérale ou une coercition sans autorisation expresse du Conseil de sécurité. En vertu du chapitre 7, invoquer une rhétorique humanitaire pour justifier le recours à la force constitue un abus délibéré du droit international. Au Liban, 2 Libanais sont tombés en martyrs ce vendredi lors de frappes de drones sionistes au sud du Liban, en violation du cessez-le-feu en cours dans le pays depuis novembre 2024. Selon l'Agence nationale de l'information, depuis les agressions sionistes ont fait des centaines de martyrs et de blessés libanais. Direction le Yémen à présent où le premier ministre du pays, Salim Salah Ben Brik, a démissionné et a été remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Shaya Mohsen Zindani, pour gérer les affaires courantes avant la formation d'un nouveau gouvernement annoncé jeudi soir l'organe présidentiel yéménite. Et dans l'actualité africaine de ce journal, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a félicité ce vendredi l'Algérie pour le lancement réussi du satellite d'observation de la Terre Alsat 3A, qui marque une avancée significative dans les capacités spatiales et géospatiales de l'Afrique. Cette réalisation souligne le rôle de chef de file de l'Algérie dans les sciences spatiales et son engagement à exploiter les technologies satellitaires pour le développement durable, la surveillance environnementale, la réduction des risques de catastrophes et l'élaboration de politiques éclairées, a déclaré Youssouf dans un communiqué. La Commission de l'Union africaine espère que les données haute résolution améliorées d'Alsat 3A contribueront aux priorités nationales et continentales conformément à l'agenda 2063 et la politique et stratégie spatiale africaine. En Algérie, chargé par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, le premier ministre algérien Sefir Riyeb a présidé jeudi soir à Jama al-Jazaïr la cérémonie de clôture des activités de la 21e édition du concours international du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, coïncidant avec la célébration de la nuit d'Al-Isra wal-Mi'raj. Dans son allocution à cette occasion, le recteur de Jama al-Jazaïr a salué l'attention particulière accordée par le président algérien Abdelmajid Tebboune au service du Saint-Coran et des récitants. Nous, frères de foi, nous valorisons les efforts effectués par le ministère des Affaires religieuses au service du livre de Dieu et nous respectons le traitement particulier qu'accorde Monsieur le Président de la République dans ce sens. Et nous confirmons que l'investissement dans le Coran est un investissement dans la sécurité de l'âme et intellectuelle, et l'harmonie et la stabilité, et dans l'avenir de la nation civilisée. Toujours en Algérie, le ministère des Moudjahidines et des ayants droit a organisé jeudi au Cercle national de l'armée à Beni Messous à Alger une cérémonie en l'honneur des lauréats de la 30e édition du concours du prix du 1er novembre 1954. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État et de représentants d'institutions nationales ainsi que d'organisations de la société civile et de la famille révolutionnaire. Dans une allocution à cette occasion, le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrif, a appelé les jeunes à lire l'histoire nationale et à se projeter vers l'avenir avec une vision responsable à même de renforcer le front intérieur, de resserrer les rangs et de déjouer les manœuvres de ceux qui guettent la sécurité et la stabilité du pays tout en faisant face au plan hostile visant l'Algérie. L'Algérie victorieuse avance aujourd'hui avec assurance sous la conduite du président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, dans la fidélité au serment des Chouhada et à leur âme pure et dans l'inspiration de leur message éternel en concrétisation des aspirations du peuple algérien au développement et la prospérité, a souligné le ministre. لقد أضحت جائزة أول نوفمبر 1954
Le prix du 1er novembre 1954 est devenu une référence pour laquelle la jeunesse algérienne est en compétition. Une jeunesse qui porte un intérêt à la révolution, aux côtés des chercheurs et spécialistes en histoire nationale, dans les différents champs, de la création littéraire et ses ramifications, à la recherche historique, en passant par les travaux audiovisuels aux dimensions historiques. Sahara occidentale, l'association des amis de la République arabe sahraoui démocratique a dénoncé jeudi l'interdiction d'entrée d'une délégation espagnole dans les territoires sahraouis occupés par les autorités marocaines, alertant contre la poursuite de cette pratique régulière du Maroc d'isoler les Sahraouis de tout contact avec l'extérieur. Ces premiers jours de 2026, le Maroc poursuit sa politique de fermeture du Sahara, occupé à toute délégation soupçonnée de proximité avec les Sahraouis favorables à l'autodétermination et à l'indépendance, souligne le communiqué. Están incumpliendo la legalidad internacional en los territorios ocupados. Les animamos. En Ouganda, le président sortant de l'Ouganda, Yoweri Museveni, est largement en tête de l'élection présidentielle organisée jeudi dans le pays selon des résultats préliminaires communiqués ce vendredi après le dépouillement des urnes. Dans moins de la moitié des bureaux de vote du pays, Yoweri Museveni obtient 76,25% des suffrages contre 19,85% pour son principal adversaire, le chanteur Bobby Wine, selon la commission électorale. Par ailleurs, la journée électorale a été marquée par d'importants problèmes techniques. Le résultat définitif des scrutins présidentiels et législatifs est attendu d'ici samedi, toujours selon la même source. Et la situation ne cesse de se détériorer au Soudan. Le programme alimentaire mondial a averti jeudi que l'aide alimentaire apportée à des millions de personnes au Soudan ravagé par un conflit armé depuis plus de 2 ans pourrait prendre fin en mars, faute de fonds. L'agence onusienne alerte depuis plusieurs semaines sur l'insécurité alimentaire au Soudan, affirme que celle-ci affecte plus de 20 millions de personnes dans le pays et met en garde contre les conséquences des coupe budgétaire sur la chaîne d'approvisionnement. Pour rappel, le Soudan est déchiré depuis avril 2023 par un conflit opposant les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Autre actualité, la Chine dit s'opposer résolument à l'accord commercial conclu par les États-Unis avec Taïwan, prévoyant le développement de la production de semi-conducteurs sur le sol américain en contrepartie des droits de douane abaissés sur les produits taïwanais. La Chine s'oppose fermement à ce que les pays entretenant des relations diplomatiques avec elle et Taïwan signent un accord à portée souveraine et de nature officielle. Les États-Unis devraient respecter scrupuleusement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains. Et le Premier ministre japonaise et italienne réaffirme les liens économiques et militaires qui unissent les 2 nations lors d'une conférence de presse conjointe à Tokyo. Sanae Takaichi note que des progrès remarquables ont été effectués entre les 2 pays, notamment dans le domaine de la défense. Pour sa part, Giorgia Meloni affirme que l'Italie et le Japon se sont engagés à travailler ensemble pour protéger les technologies stratégiques et renforcer la résilience des chaînes de valeur, en particulier en ce qui concerne les minéraux critiques. Nous avons constaté des progrès remarquables, notamment dans les domaines suivants: l'escale de navires militaires, les exercices conjoints entre nos 2 pays et le développement conjoint d'un avion de combat de nouvelle génération dans le cadre du programme global Combat Air Programme, auquel participent le Japon, l'Italie et le Royaume-Uni. Avec la Première ministre, nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour protéger les technologies stratégiques et renforcer la résilience des chaînes de valeur, en particulier en ce qui concerne les minéraux critiques. Le Canada et la Chine ont conclu un accord commercial visant à réduire les droits de douane et à supprimer les barrières, a annoncé ce vendredi le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une visite à Pékin destinée à rétablir les relations bilatérales.
Je sais que ces dernières années, nos relations bilatérales ont été difficiles, marquées par une grande incertitude. C'est face à cette incertitude que les dirigeants présents dans cette salle et les organisations que vous représentez ont fait preuve de résilience et de détermination. Vous nous avez permis d'en arriver là, car lorsque les canaux de communication entre les gouvernements se sont rétrécis, ce sont souvent les chefs d'entreprise, les responsables du secteur de l'éducation et plus largement les dirigeants qui ont continué à bâtir de nouvelles perspectives et de nouveaux partenariats. Alors merci pour votre leadership et votre persévérance. Par ailleurs, le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé que ses concitoyens pourront bientôt se rendre dans le pays sans visa. Je suis très heureux d'annoncer que le président Xi s'est engagé, lors de notre rencontre aujourd'hui, à garantir l'accès sans visa aux Canadiens qui se rendent en Chine. L'affaire avait défrayé la chronique à l'international. Septembre 2022, le gazoduc Nord Stream fait l'objet d'une opération de sabotage. 3 explosions mettent hors service l'infrastructure. Une enquête allemande privilégiée aujourd'hui la piste ukrainienne. Les détails avec Safwan Ben Sabri. 3 ans après les faits et suite à une enquête particulière, le mystère se dissipe peu à peu sur l'affaire du gazoduc Nord Stream. La plus haute autorité juridique pénale allemande a apporté des éléments clés qui mènent vers la piste ukrainienne. Septembre 2022, 7 mois après le début du conflit en Ukraine, des individus anonymes ont procédé à la destruction du gazoduc qui relie l'Allemagne à la Russie et dont dépend Berlin pour son approvisionnement stratégique. Les médias occidentaux accusent alors la partie russe de sabotage, une thèse qui ne tient plus 3 ans et demi après les faits. Dans une décision rendue publique le 15 janvier, la Cour fédérale de justice allemande a estimé qu'il était hautement probable que l'opération de sabotage ait été menée pour le compte d'un État étranger. L'Ukraine est alors pointée du doigt en filigrane. Le principal accusé, un certain Sergueï K., ancien membre d'une unité spéciale de l'armée ukrainienne, est accusé d'actes de sabotage anticonstitutionnel, d'organisation d'une explosion impliquant l'usage de substances explosives et de destruction d'infrastructures. L'intéressé a d'abord nié toute implication avant que ses avocats ne changent de ligne de défense. Les représentants de l'accusé ont avancé que l'opération s'est faite dans un contexte de guerre et que par conséquent le gazoduc représentait une cible militaire. Un argument non retenu par l'institution judiciaire qui rappelle que le gazoduc avait une utilité civile, que l'opération était clandestine et qu'elle a porté atteinte à la souveraineté de la République fédérale allemande. Une délégation ukrainienne est en route pour les États-Unis pour des discussions sur les garanties de sécurité. Un plan de relance d'après-guerre a déclaré ce vendredi le président Volodymyr Zelensky, exprimant l'espoir que les documents pourraient être signés en marge du Forum économique mondial de Davos la semaine prochaine. Au cours des discussions, l'équipe de Kiev espère également obtenir des éclaircissements de la part des États-Unis sur la position russe concernant les efforts diplomatiques soutenus par les États-Unis pour mettre fin à la guerre qui dure depuis près de 4 ans, a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev. Dans les prochains jours, des rencontres entre nos représentants ukrainiens aux États-Unis seront programmées. La délégation ukrainienne est actuellement en route pour les États-Unis. Nous espérons que des éclaircissements seront apportés concernant les documents que nous avons déjà préparés avec la partie américaine, ainsi que la réponse de la Russie à l'ensemble du travail diplomatique entrepris est en cours. Si tout est finalisé, si l'accord est donné du côté américain, car de notre côté, en principe, je crois que c'est fait, alors il sera possible de signer à Davos. En République tchèque, le gouvernement de coalition dirigé par Andrej Babiš, chef du parti ANO, a remporté jeudi le vote de confiance de la Chambre des députés tchèques, obtenant ainsi formellement la légitimité constitutionnelle requise pour gouverner. Conformément à la Constitution de la République tchèque, un gouvernement nouvellement formé doit se présenter devant la Chambre des députés dans les 30 jours suivant sa nomination afin de solliciter un vote de confiance. Babiš a remporté les élections législatives en octobre dernier et a prêté serment comme Premier ministre en décembre.
Et direction la Corée du Sud à présent, où plus de 250 personnes ont été évacuées ce vendredi après qu'un incendie a ravagé un quartier défavorisé dans le sud de Séoul, ont annoncé les autorités. L'origine de l'incendie reste inconnue, a rapporté l'Agence nationale des sapeurs-pompiers de Séoul. 250 personnes ont été évacuées en toute sécurité et personne n'a été blessé, ont ajouté les autorités. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.